Alors, nous sommes en présence de M. Guillaume Saint-Amour et de Mme Marie-Ève Saint-Amour, présidente et directrice générale de la boulangerie Saint-Donat. C'est ça, moi je suis l'ancien propriétaire de boulangerie Saint-Donat. D'ailleurs, je dois vous dire, j'ai commencé avec le fait qu'il existe une boulangerie à Saint-Donat depuis 1924. Puis c'est une boulangerie, quand on parle qu'il existe une boulangerie, c'est une boulangerie active, qui a tout le temps été active. Puis cette boulangerie-là s'est transmise de famille en famille tout au long de ces 100 ans-là, qu'on va atteindre l'année prochaine. Et c'est ça. J'ai eu toute l'histoire par Sylvain Godette qui m'avait relaté ça. Puis les débuts de la boulangerie à Saint-Donat ont été grâce à des hommes d'affaires qui voulaient avoir une boulangerie à Saint-Donat. Puis ils ont été chercher des gens pour l'opérer. Entre autres, il y a M. Charbonneau qui l'a occupé, il y a M. Demeul qu'on a été chercher à Nomineng pour s'occuper de la boulangerie. Après M. Demeul, il y a eu quelqu'un d'autre, je ne me rappelle pas, non? Un pâtissier dont j'oublie le nom, là, mais... c'est ça. Et après ça, l'arrivée de M. Beauséjour en 1966, je crois. Qu'on appelait Poutine. Peut-être. Poutine. Oui, c'est ça. C'est bon. Et c'est ça. Moi, j'ai acquéri la boulangerie en 1989, en février 89. Après mon séjour au club de golf Saint-Donat. Mais avant d'aller dans la boulangerie Saint-Donat, j'aimerais ça, peut-être que vous raconter mon parcours à moi. Là. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme électricien en 1969, je crois, pour Roch Coutu, l'entrepreneur électricien de Saint-Donat. Et le premier des jobs qu'on a fait, c'est la construction du CLSC à Saint-Donat, qui était nouveau, qui était une grosse construction. Puis, c'est là que j'ai commencé mon apprentissage en boulangerie. Puis, après ça, tout ça, j'ai passé 10 ans en électricité. Puis, en 1976, je crois, j'ai eu un accident de travail qui a fait que j'ai été arrêté pendant 6 mois, à peu près. Et pendant ma période de convalescence, j'ai rencontré M. Boisclair, le propriétaire du club de golf. Je l'ai rencontré dans une activité de masse à Saint-Donat, la Saint-Jean-Baptiste, pour le nommer. Puis il m'a offert d'aller m'occuper de la restauration au club de golf parce qu'il n'y avait pas personne à ce moment-là. Puis il m'a dit, écoute, si tu fais une bonne job cet été, j'aurai la gérance du club de golf à t'offrir parce que M. Beauchamp prendrait sa retraite. Alors, c'est sûr qu'en restauration, je n'y connaissais absolument rien, mais j'avais l'ambition de gérer ma propre entreprise. Fait que donc, la gérance du club de golf, ça m'allumait pas à peu près. Une première expérience. C'est ça. Fait que c'est ça, j'ai accepté l'offre de M. Boisclair. Je me suis ramassé au club de golf en juillet 1978, ouais, c'est ça. Puis, à l'automne, effectivement, j'ai eu la gérance du club de golf, officiellement. Et c'est ça. J'ai passé 10 ans au club de golf. Ça a été vraiment 10 ans intenses et très intéressantes. Ça a été une période où le club de golf fonctionnait super bien. Et comme j'avais toujours l'ambition d'être propriétaire de mon entreprise, j'achalais pas mal M. Boisclair pour qu'il me vende des actions du club de golf. Et puis, c'est ça. Mais entre-temps, c'est ça, j'achetais des commerces. Puis, c'est ça, je me suis associé avec mon frère dans une boutique au village de cadeaux. M. Granger, la boutique qui est au temps présent. Puis, vous avez fait l'acquisition de la boutique de Mme Granger, c'est ça? Oui, on a fait l'acquisition de la boutique de Mme Granger avec mon frère Robert. Et puis, après ça, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, mais finalement, c'est ça. Avec M. Boisclair, j'ai réussi à louer toutes les opérations du golf en 1985. Donc, j'opérais le golf à mon compte.
Puis j'étais un locataire du club de golf. M. Boisclair était mon locataire et je l'opérais pour mon propre compte. Et l'année suivante, comme je suis devenu actionnaire du club de golf avec M. Roland Fontaine et M. Boisclair. Donc on se partageait la propriété entière chacun. Et ce qui nous a permis de commencer l'agrandissement du club de golf qui était un 9 trous à ce moment-là. Puis l'achalandage était tel que le besoin pour un 18 trous était vraiment nécessaire. Donc, en étant 3 actionnaires, ça permettait à M. Boisclair ça rassurait M. Boisclair. Et puis, ça nous a permis d'agrandir. Sauf que, c'est ça. Mésentente, non, mais la direction vers laquelle on s'en allait pour la construction du club de golf me plaisait un peu moins. Et puis, c'est là que j'ai offert à M. Fontaine et M. Boisclair de les racheter, ou qu'ils me l'achètent, mais je voyais pas comment je pouvais continuer le travail en fonction de ma vision du développement du golf. M. Saint-Amour, à vous la parole. Ah, ben merci, M. Jean-Jacques. C'est ça, moi, je suis l'ancien propriétaire de Boulangerie Saint-Donat. D'ailleurs, je dois vous dire, j'ai commencé avec le fait qu'il existe une boulangerie à Saint-Donat depuis 1924. Puis c'est quand on parle qu'il existe une boulangerie, c'est une boulangerie active, qui a tout le temps été active. Puis cette boulangerie-là s'est transmise de famille en famille tout au long de ces 100 ans-là, qu'on va atteindre l'année prochaine. Et c'est ça. J'ai eu toute l'histoire par Sylvain Godette qui m'avait relaté ça. Puis les débuts de la boulangerie à Saint-Donat ont été grâce à des hommes d'affaires qui voulaient avoir une boulangerie à Saint-Donat. Puis ils ont été chercher des gens pour l'opérer. Entre autres, il y a M. Charbonneau qui l'a occupé, il y a M. Demeul qu'on a été chercher à Nomineng pour s'occuper de la boulangerie. Après M. Demeul, il y a eu quelqu'un d'autre, je ne me rappelle pas, non? Un pâtissier dont j'oublie le nom, là, mais... c'est ça. Et après ça, l'arrivée de M. Beauséjour en 1966, je crois. Qu'on appelait Poutine. Peut-être. Oui, c'est ça. C'est bon. Et c'est ça. Moi, j'ai acquis la boulangerie en 1989, en février 89, après mon séjour au club de golf Saint-Donat. Mais avant d'aller dans la boulangerie Saint-Donat, j'aimerais ça, peut-être que vous raconter mon parcours à moi. Là. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle comme électricien en 1969, je crois, pour Roch Coutu, l'entrepreneur électricien de Saint-Donat. Et le premier des jobs qu'on a fait, c'est la construction du CLSC à Saint-Donat, qui était nouveau, qui était une grosse construction. Puis, c'est là que j'ai commencé mon apprentissage en boulangerie. Puis, après ça, tout ça, j'ai passé 10 ans en électricité. Puis, en 1976, je crois, j'ai eu un accident de travail qui a fait que j'ai été arrêté pendant 6 mois, à peu près. Et pendant ma période de convalescence, j'ai rencontré M. Boisclair, le propriétaire du club de golf. Je l'ai rencontré dans une activité de masse à Saint-Donat, la Saint-Jean-Baptiste, pour pas le nommer. Puis il m'a offert d'aller m'occuper de la restauration au club de golf parce qu'il n'y avait pas personne à ce moment-là. Puis il m'a dit, écoute, si tu fais une bonne job cet été, j'aurai la gérance du club de golf à t'offrir parce que M. Beauchamp prendrait sa retraite. Alors, c'est sûr qu'en restauration, je n'y connaissais absolument rien. Mais j'avais l'ambition de gérer ma propre entreprise. Fait que donc, la gérance du club de golf, ça m'allumait pas à peu près. Une première expérience. C'est ça. Fait que c'est ça. J'ai accepté l'offre de M. Boisclair. Je me suis ramassé au club de golf en juillet.
en juillet 1978, oui, c'est ça. Puis, à l'automne, effectivement, j'ai eu la gérance du club de golf, officiellement. Et c'est ça. J'ai passé 10 ans au club de golf. Ça a été vraiment 10 ans vraiment intenses et très intéressantes. Ça a été une période où le club de golf fonctionnait super bien. Et comme j'avais toujours l'ambition d'être propriétaire de mon entreprise, ben j'achalais pas mal M. Butler pour qu'il me vende des actions du club de golf. Et puis, c'est ça. Mais entre-temps, c'est ça, j'achetais des commerces. Puis, c'est ça, je me suis associé avec mon frère dans une boutique au village de cadeaux. M. Granger, la boutique qui est au temps présent. Puis, Vous avez fait l'acquisition de la boutique de Mme Granger, c'est ça? Oui, on a fait l'acquisition de la boutique de Mme Granger avec mon frère Robert. Et puis, après ça, oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, mais finalement, c'est ça. Avec M. Butler, j'ai réussi à louer toutes les opérations du golf en 1985. Donc, j'opérais le golf à mon compte. Puis, j'étais un locataire du club de golf. M. Butler était mon locataire. Et je l'opérais pour mon propre compte. Et l'année suivante, comme je suis devenu actionnaire du club de golf avec M. Roland Fontaine et M. Butler. Donc, on se partageait la propriété entière chacun. Et ce qui nous a permis de commencer l'agrandissement du club de golf qui était un 9 trous à ce moment-là. Puis, l'achalandage était tel que le besoin pour un 18 trous était vraiment nécessaire. Donc, en étant 3 actionnaires, ça permettait à M. Butler ça rassurait M. Butler. Et puis, ça nous a permis d'agrandir. Sauf que, c'est ça. Mésentente, non, mais la direction vers laquelle on s'en allait pour la construction du club de golf me plaisait un peu moins. Et puis, c'est là que j'ai offert à M. Fontaine et M. Butler de les racheter ou qu'ils me rachètent, mais je voyais pas comment je pouvais continuer le travail en fonction de ma vision du développement du golf. Fait que donc, c'est ça. Et ils m'ont racheté. Ça a été un grand deuil quand même pour moi de quitter le club de golf parce que c'était vraiment mon bébé que j'adorais. Et puis, mais c'est ça. J'ai quitté, puis on est resté en bon terme quand même avec M. Butler, avec M. Fontaine. Et pendant que je regardais, tu sais, dans le fond, moi, pendant que j'étais au club de golf, j'avais aussi parti un petit commerce de produits maison au dépanneur chez Pierre Forgette. OK. Donc, j'étais responsable de la gestion de la cuisine là-bas. J'avais des employés là-bas qui fabriquaient des produits, tous issus de recettes maison. Puis, c'est ça. Fait que donc, quand j'ai quitté le golf, mon désir, c'était de donner de l'expansion à ce commerce-là. Puis Pierre était entièrement d'accord avec ça. Il avait même proposé qu'on agrandisse les locaux puis qu'on y donne plus d'ampleur. Mais, entre-temps, c'est ça, mon banquier, Yves Ritchie, de la Caisse populaire, qui était gérant de la Caisse populaire de Saint-Donat, il me mentionne, « Hey, Guillaume, savais-tu que la boulangerie Saint-Donat est à vendre? » Non. Que je lui réponds, oui, puis il dit, je te verrais bien là-dedans. Fait que j'ai dit, je pense que moi aussi, je me verrais bien là-dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que pour moi, la boulangerie Saint-Donat, c'était un commerce qui fonctionnait super bien. Je sais qu'il y avait une sacrée belle réputation avec les cartes au sucre, avec les beignes, puis je me disais, c'est déjà un commerce qui est parti. J'ai pas à partir d'un nouveau commerce complètement de A à Z. C'est vraiment un beau commerce qui peut me donner, mettons, qui va remplir, mettons, ce que j'ai besoin d'opérer comme business. Fait que j'ai rencontré M. Beauséjour. Et puis, j'ai fait part de mon intérêt
à acquérir son commerce. Donc, on a commencé des discussions. Puis, je dois vous conter une petite anecdote par rapport à ça, là, parce que souvent, quand je rencontrais M. Beauséjour, je le rencontrais dans la salle de production. Évidemment, fait que donc, il faisait des dates, il faisait des cadeaux dates, mais il y avait surtout la ligne de beignes qui m'impressionnait beaucoup. Je voyais passer toutes ces beignes-là sur le, sur le long des convoyeurs en serpentin. Puis je me disais, si M. Beauséjour m'en a fait un, j'aimerais bien ça. Mais, je pense que M. Beauséjour, il n'y a jamais pensé. Puis moi, j'étais une bébête à sucre. C'était un peu malaisant pour moi de regarder tout ça, là, puis de rester concentré sur les discussions. Alors, finalement, on s'entend. Puis, si je me trompe pas, le 2 février 1989, on part chez le notaire, chez Marie-Claude Raymond et Marie-Claude. Puis on signe le contrat dans l'après-midi. Le rendez-vous était à 2h, 2h45, c'était tout signé. La première chose que j'ai faite, là, c'est de sortir du bureau, traverser la rue, rentrer dans la boulangerie Saint-Donat, m'en aller au bout de la salle de production et me prendre un bain tout chaud qui passait sur le convoyeur. Et je dois vous dire que il était aussi bon que dans mon souvenir. Je me suis régalé. Assez que, quand j'avais à séduire des gens, là, que ce soit des fonctionnaires, des fournisseurs, des banquiers, je les amenais, j'essayais de leur donner rendez-vous une journée de production de beignes, puis je les amenais toujours dans la salle de production faire la visite, puis je les invitais à se prendre un bain sur la chaîne de production, et c'était immanquable. Comment c'était, les gens adoraient ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote par rapport à l'achat de la boulangerie Saint-Donat. C'est ça. Fait que je suis arrivé à la boulangerie, évidemment, j'étais un petit peu naïf, j'étais encore assez jeune dans ce temps-là, puis j'étais un peu naïf par rapport au fonctionnement d'une entreprise comme la boulangerie. Pour moi, c'était quelque chose qui fonctionnait tout seul, puis dans le fond, j'avais juste à gérer, puis amener mes nouveaux produits, amener quelques recettes que je faisais chez Pierre, puis donner de l'ampleur au commerce, mais une chose que je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'il fallait que j'apprenne à faire du pain. Parce que j'avais une équipe de boulanger, mais pas assez nombreuse pour être capable d'assumer 6 jours de boulangerie. Fait que ça, j'ai appris ça la première fin de semaine. Que j'étais propriétaire. Fait que là, M. Beauséjour est venu m'aider à boulanger cette première fin de semaine-là, puis les premières fins de semaine. Mais, c'est ça. Ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai contacté un technicien en boulangerie, Pierre. Je me rappelle pas son nom de famille, mais vraiment un gars gentil de Québec qui est venu passer quelques jours avec moi puis qui m'a donné des techniques de fabrication de pain. Puis entre-temps, c'est sûr, j'avais acheté des livres, j'avais lu beaucoup, puis c'est ça. J'ai pu commencer à faire du pain après 1 mois et demi. Je me débrouillais bien parce que quand même, c'est technique, mais c'est aussi, ça demande une dextérité manuelle de travailler les pains, rouler la pâte, etc., etc. Mais c'est ça. Puis mon but, à moi, quand j'ai acheté la boulangerie Saint-Donat, c'était vraiment d'amener les recettes maison que je faisais chez Pierre, puis de faire du pain, du pain moins commercial, plus croûté, avec peu d'additifs, des longues fermentations, du travail manuel. C'est ce que j'ai commencé à faire. Oui. Parallèlement à ce que mes boulangers faisaient. On faisait du pain commercial aussi pour les restaurants, puis pour les camps d'enfants, puis pour les pentes de ski. Mais pour le service de la boutique, je voulais vraiment qu'on ait une offre de pain là, différente. Puis d'ailleurs, ça commençait dans ces années-là, la mode des pains croûtés, plus artisanaux, ben la demande était là. Donc, je suis sauté là-dedans à pieds joints, à main jointe. Ah oui, ah oui. Et c'est ça. Et c'est ce qui a beaucoup aidé la boulangerie Saint-Donat
à se créer une réputation qui était... On avait déjà une bonne réputation avec la tarte au sucre et les beignes, mais en ajoutant le pain et rentré aussi dans le pourquoi les gens venaient à la boutique Saint-Donat. Puis ça a été vraiment des belles années de croissance. Après 2 ans, 3 ans, j'ai été présenté un de nos pains, justement, qu'on avait développé, qui était un pain cannelle à raisin, chez Costco. Puis, c'est ça, pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai travaillé avec l'acheteuse Danielle, qui était vraiment gentille, mais qui était... Oui, j'ai beaucoup appris avec Danielle. Beaucoup, puis, mais c'est ça. Mais après 6 mois, comme toutes les modifications qu'on avait faites au pain, il n'était plus le pain que je voulais faire. Ben, j'ai dit à Daniel, ben, je vous remercie de l'attente que vous m'avez donnée, de l'attention que vous m'avez donnée, mais je pense qu'on arrête ça là. J'arriverai pas à faire le produit que vous voulez exactement. Par contre, Daniel m'a contacté 1 an plus tard, puis elle m'a dit, Monsieur Saint-Amand, vous faites un fameux gâteau sucre à la crème, à ce qu'on me dit. J'aimerais ça vous rencontrer, que vous veniez me le présenter. Puis ça, c'est le gâteau sucre à la crème, c'était une recette que ma mère faisait chez nous. Gâteau blanc, glacé avec du sucre à la crème dur qu'on étendait sur le gâteau, puis c'était tout. C'était fait de façon artisanale à la boulangerie. Fait que quand Daniel de chez Costco m'a demandé d'aller lui présenter le gâteau, j'ai dit, Daniel, ça va me faire plaisir d'aller vous le présenter, mais j'ai fait aucun changement. Ni format, ni recette, ni ingrédients, ça va être tel quel. Oui, M. Saint-Amand, vous venez me présenter ça, j'en ai entendu parler, puis on devrait s'entendre. Je vais présenter mon gâteau à Daniel, puis elle m'offre de le rentrer dans 4 entrepôts Costco de la région de Montréal. Fait que j'ai dit, d'accord Daniel, mais je suis pas en mesure de fournir vos 4 entrepôts. Je vais commencer par un. Puis quand je vais pouvoir en prendre un deuxième, je vais vous le dire, puis ainsi de suite. J'explique que c'est un gâteau qui est fait à la main, qu'on pouvait glacer seulement 5 gâteaux à la fois par le batch de sucre à la crème qu'on pouvait faire. Puis tout ça était fait à la main. Fait que donc, fournir 4 entrepôts d'un coup sec, ça demandait trop de... On n'était pas rendu là. Fait que donc, c'est ça, Daniel acquiesce à toutes ces petites conditions-là. Et on a commencé à fournir les gâteaux chez Costco. On les faisait la veille, le lundi, le mardi matin, après avoir donné un petit coup de main à mes boulangers, à 5 heures, je sautais dans mon auto avec les gâteaux, j'allais livrer ça à Laval, puis tranquillement, on a ajouté un entrepôt, plus un autre entrepôt, puis au bout d'1 an, on avait les quatre entrepôts qu'on fournissait en gâteau au sucre à la crème, puis les ventes étaient très bonnes. Chez Costco, ils étaient vraiment contents de ce qu'on faisait. Fait que donc, c'est ça. Mais ça a été une période assez intense. Et entre-temps, c'est ça, nous, à la boulangerie, on a développé aussi une gamme de gâteaux. Oui. Entre autres, j'avais goûté un gâteau Reine Élisabeth à la Caboose, l'ancienne Caboose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Caboose, Et puis, c'est ça, le chef, en allant faire une livraison de pain, le chef, il me dit, Guillaume, t'aimerais avoir un petit encas sucré, là, pour finir ta tournée de livraison? Ben, je dis jamais non, je dis jamais non à un produit sucré, moi. Fait que, mais j'ai dit, je le mangerai pas tout de suite, je le même chez nous. Je vais le déguster ce soir. Puis le soir, c'est ça, je mange ce gâteau-là, puis c'est un gâteau avec du sucre à la crème, puis du coconut, puis une texture moelleuse, c'était bon, pas à peu près. Fait que j'appelle le chef le lendemain, puis je dis, chef, c'était quoi le gâteau que tu m'as offert, tu sais? Fait qu'il me dit, ça s'appelle un Reine Élisabeth. Ah, j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, tu me donneras-tu la recette? Fait qu'il me dit, ben, à ta prochaine livraison, ça va me faire plaisir de te la donner. Sauf que la prochaine livraison, la fois d'après que j'ai été lui livrer, parce que j'avais un livreur probablement qui a été faire les livraisons avant, mais
quand j'ai eu l'occasion de retourner à la Caboose, ça faisait 2-3 semaines de ça que j'avais dégusté le gâteau, et le chef avait déjà quitté. T'es rendu sur un autre employeur, puis j'avais pas été capable d'avoir les coordonnées de où il était rendu, fait que me voilà pris avec un gâteau que j'adore, mais pas de recette. Fait que j'avais fouillé dans les livres, puis j'avais testé quelques recettes à la boulangerie, puis chez nous, mais je retrouvais pas le goût de ça. Jusqu'à temps que j'embauche un moment donné un pâtissier. Peux-tu m'aider son nom? De Lavoie. Luc? Luc Lavoie? Luc Lavoie. Puis, je lui parle de ça, de ma recherche d'une recette de gâteau d'Anne-Elisabeth, puis il me dit, ma tante, elle en fait un bon. Ah oui? Je dis, penses-tu qu'elle pourrait m'en faire un? Ben, je vais lui demander. Fait que sa tante, elle nous fait le gâteau, puis il m'amène ça, je dis, oh boy, c'est exactement ce que je cherche. C'est vraiment le gâteau que j'ai goûté à la Caboose. Pensez qu'elle me donnerait sa recette. Oh, il dit ça, c'est un peu plus... Ah oui? un peu plus... Il dit pas sûr, hein? Ben, j'ai dit, demande-lui donc. Puis, fait que, il demande, puis il me revient, puis il dit, ouais, il dit, elle accepte de te la donner, sa recette. Fait que j'ai dit, comment ça s'appelle ta tante? C'était Margot Charbonneau. Ben oui. La femme d'Hector Charbonneau. Okay. Ben oui. Puis c'est ça, une femme super gentille, super fine, puis bien impliquée dans la communauté. Fait qu'à partir de cette recette-là, quand même, c'était pas une recette qu'on pouvait se mettre à produire à coup de 150 gâteaux à la fois. Là. C'était la méthode, pas les ingrédients. Les ingrédients, c'est parfait, mais la méthode était trop complexe qu'on puisse en faire en grosse quantité. Fait qu'il a fallu travailler comment on pouvait s'y prendre avec les ingrédients pour le faire, puis être capable de produire une quantité qui avait du sens. Et c'est ça, on a travaillé pendant 6 mois avant d'arriver à produire un gâteau, puis de le faire. Et c'est ça, ce gâteau-là, on l'a réussi. Puis j'ai été présenté chez Costco. Et il a été accepté tout de suite, évidemment. Puis comme on pouvait le produire quand même en quantité assez intéressante, on a pris les quatre entrepôts tout de suite. Et c'est ça, ça n'a pas été long que Daniel, qui était toujours notre acheteuse chez Costco, m'a demandé si on pouvait le faire pour d'autres entrepôts. Et c'est ça ce qu'on a accepté, ce qui nous a donné quand même beaucoup de visibilité dans pratiquement tous les Costco du Québec. Je pense qu'on avait tous les Costco au Québec. On avait le Québec, chez Chicoutimi, Sherbrooke. Dans ce temps-là, il y avait peut-être 16 entrepôts. Donc, on était rendu... en tout cas, ça a monté jusqu'à 16 entrepôts avec les gâteaux. Puis, c'est ça, c'était les ventes étaient super bonnes. Là, je faisais plus les livraisons avec mon auto. Là, on avait embauché un livreur expressément pour les Costco. On y avait acheté un camion, puis s'en allait là-bas. On parle de quelle quantité de gâteaux? On vendait par semaine, chez Costco seulement, on vendait 1200 gâteaux par semaine. Ce qui était des ventes assez grandes pour la boulangerie Saint-Donat. Fait qu'on avait tout le reste. À part évidemment, à part le gâteau au sucre à la crème qu'on faisait, à part les tartes, à part les beignes qu'on faisait toujours. Mais c'est ça, entre-temps, on avait quand même embauché plus de monde, on avait acheté des équipements un peu plus performants, on avait ajouté des malaxeurs, etc. Mais c'est ça, il y avait encore beaucoup de travail manuel quand même. Oui. Beaucoup de travail. Et c'est ça, puis on a vendu le gâteau d'Anne-Elisabeth pendant, je sais pas combien de temps, mais peut-être 3-4 ans. Jusqu'à temps que Daniel m'appelle et me dise « Guillaume, je suis vraiment désolé, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » On a décidé de faire notre gâteau d'Anne-Elisabeth, nous autres mêmes, dans leur cuisine Kirkland. Oh, fudge. Ouais. Fait que ça a été un coup dur parce que c'était quand même 1200 gâteaux qui partaient. Mais on en vendait aussi quand même, on en vendait dans nos chaînes, les distributeurs alimentaires comme l'Oblast, Provico, Métro,
Sobeys. Mais ce que Daniel m'a dit, elle m'a dit, Guillaume, vous êtes un fournisseur hors pair, on tient à vous garder. On vous enlève le gâteau d'Elisabeth, on garde le gâteau sucre à la crème, mais vous pouvez nous présenter n'importe quel autre produit avec la qualité que vous faites, on va le prendre, puis vous restez fournisseur chez nous. Fait qu'elle nous donnait l'opportunité de rester connecté avec Costco, et c'est ça. Dans le fond, on est resté connecté avec Costco depuis ce temps-là. Fait que depuis 1993, ça veut dire, ça fait 30 ans aujourd'hui qu'on est fournisseur chez Costco, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit souligner, parce que je connais pas beaucoup d'entreprises. Il y en a quelques-unes, on n'est pas tout seul, mais il y en a pas beaucoup qui ont été si longtemps là-bas. Il faut être fier de ça. Absolument. On a travaillé sur différents produits pour Costco. Hein. On a fait Daniel qui voulait avoir des bonbons patates. Là. Ah, Seigneur! Qu'on n'a jamais fait, là, mais on a vendu des pâtes de sœur, je pense, à partir de là. Des gâteaux à l'érable. J'ai plein de souvenirs. Ouais. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on était bien entouré aussi par des employés qui étaient loyaux, qui étaient dédiés à la job. Le nombre de fois qu'on a fini de travailler la production à 8 heures le soir, quand on avait commencé le matin à 7 heures, des longues journées de 12-13 heures, je peux vous dire qu'on en a fait beaucoup. Le temps qu'on trouve des équipements, le temps qu'on trouve des méthodes plus performantes pour augmenter notre productivité. Mais c'est ça, j'avais des employés qui répondaient à la demande des clients. Fait que ça, on était super gâtés là-dedans. Évidemment, fait que la boulangerie était à croissance tout le temps, année après année. Puis, il est venu un moment donné où on fournissait plus dans notre local du village, du 413, le principal à Saint-Donat, à l'arrière de la boutique. Fait qu'on regardait pour des alternatives, produire ailleurs, bâtir, s'agrandir, faire fabriquer par d'autres. On a fait fabriquer par un autre boulanger une saison, une partie des tartes qu'on faisait parce qu'on fournissait pas. Mais on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la voie à suivre. Fait que, on regardait pour agrandir. Mais, puis là, entre-temps, la municipalité avait l'intention de bâtir un motel industriel sur le chemin de l'aéroport. Et on m'avait approché pour savoir si j'étais intéressé à louer un motel, étant donné que j'avais exprimé le fait qu'on manquait de place pour produire. Fait que je me suis informé, c'était quoi le motel industriel, c'était quoi les dimensions, ça serait quoi les conditions de location, etc., etc. Puis, on a convenu que je louerais les quatre unités de motel. Dans le fond, que je louerais la bâtisse au complet pour pouvoir produire. Donc ça, c'était en 1998, 1998 que le projet de motel industriel est parti. On a mis ça en branle en 1999. Puis, c'est sûr qu'ils bâtissaient une bâtisse, motel industriel, mais tout l'aménagement, fallait que ce soit Boulangerie Saint-Donat qui le fasse. Donc, tout l'aménagement intérieur, puis il fallait se mettre aux normes de sécurité alimentaire. Fait que donc, des murs facilement lavables, des planchers sans aspérité, lisses, etc. Fait que, on a commencé un investissement de 1 million de dollars pour pouvoir occuper cette bâtisse-là. Et comme cela était pour nous donner une capacité de production plus grande, ben il fallait que je pense aussi en même temps à agrandir mon marché. Là, je me suis dit, bon, j'ai pas le temps d'aller solliciter des nouveaux clients comme je faisais au début des années 90, là, en mettant des produits dans mon auto, puis en sillonnant les rues des villes, puis en rencontrant des marchands. Fait que j'avais gardé en mémoire
Quand, au début des années 90, souvent j'allais dîner à la bouffe à Fred sur la rue principale, qui était opérée par Fred Slocum puis sa femme Anne. Puis c'est sûr, je m'entendais super bien avec eux autres. J'aimais ça, écouter Fred me raconter ses exploits de vendeur. Oui. Puis c'est ça. Fait que et j'avais dans la tête, je me suis dit, le jour où j'aurais besoin d'un directeur des ventes, c'est ce gars-là que je vais aller chercher. Entre-temps, Fred avait vendu la bouffe à Fred, il était parti de Saint-Donat, mais j'avais gardé contact avec lui. Puis, c'est ça, j'essayais tout le temps de le suivre, avoir son dernier numéro de téléphone, sa dernière adresse, puis c'est ça. Fait qu'en 99, quand c'était le temps de m'embaucher un directeur des ventes, je l'ai sollicité. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, Fred, j'aimerais bien ça t'avoir comme directeur des ventes. Ben, il dit, je travaille déjà pour une compagnie, ils sont super fins, j'ai bien Fred, j'ai dit, écoute, puis j'y raconte, c'est ça que je l'avais en tête depuis 6-7 ans, que c'était lui que je voulais, puis il dit, laisse-moi y penser. Puis finalement, c'est ça, il me rappelle 2 jours après, puis il dit, écoute, viens t'asseoir avec moi, là, on va discuter, puis je pense qu'on va s'entendre. Puis effectivement, ça a été très facile comme discussion, puis Fred est embarqué. Donc, on construisait l'intérieur de l'usine au chemin de l'aéroport. J'embauche Fred en octobre 1999. Puis la première chose que Fred m'a dit, il me dit, bon ben là, il dit, faut se bâtir un cahier de tes produits. T'as-tu déjà été dans un bureau chef? Non, jamais. Je vais juste rencontrer des marchands après là. Ben, il dit non. Il dit, là, faut aller dans un bureau chef, faut faire lister des produits. Fait qu'il me dit, je vais te monter un cahier, puis il dit, je vais appeler chez Provigo pour qu'on organise une rencontre, puis c'est ça. Fait qu'on a une rencontre de prévu, de cédulé chez Provigo, au début novembre, avec l'acheteuse, puis toutes ses adjointes, là. On arrive à cette table-là, j'étais un peu impressionné, c'était ma première visite d'un bureau chef. Oui. Ouais. Et j'avais l'acheteuse que je connaissais pas, qui avait de la sévère, les termes. J'avais ses adjointes que je connaissais pour avoir parlé au téléphone, mais que j'avais jamais vu de visu. Puis là, ils ont dit, bon, mais monsieur Saint-Amour, présentez-nous votre projet. Pourquoi vous êtes ici? On parle, on présente, j'explique ce qu'on fait comme produit. Ils connaissaient déjà parce que c'était de nos clients. Mais j'explique où on s'en va. J'explique qu'on est en train de bâtir une nouvelle usine. Puis que on est déjà, qu'on dessert déjà leur magasin sur la Rive-Sud, à Longueuil, Brossard, Saint-Hubert. Et là, Mme Beaulieu qui me dit, Monsieur Saint-Amour, vous savez que vous êtes un fournisseur régional, vous n'êtes pas autorisé à aller vendre sur la Rive-Sud. C'est nous qui décidons si on doit, où vous allez. Oh! J'ai dit, écoutez, je savais pas, là, mais j'ai dit, vous me dites pas, là, que je pourrais pas continuer à vendre sur la Rive-Sud de vous. J'ai dit, je suis en train de bâtir un usine, je suis en train d'investir 1 million pour mieux vous desservir. Puis là, vous me dites ça? J'ai dit, je peux pas. Elle m'a dit, écoutez, on va regarder ça, mais c'est nous autres qui décident. Vous n'avez pas d'affaire à prendre l'expansion sans notre autorisation. Vous n'avez même pas le droit d'aller voir nos marchands et faire l'affaire directement avec eux. Ah, vous avez des nouvelles règles? Oui, ok, d'accord. Mais elle dit, écoutez, faites-vous des produits d'érable? J'ai dit non. Est-ce que vous seriez prêt à en faire? Ben, j'ai dit oui, si ça peut m'aider à faire affaire avec vous. Sûrement. Ouais. Fait que, elle dit, pourriez-vous nous faire des grands-pères de sirop d'érable? Oh, j'ai dit, des grands-pères de sirop d'érable qu'on mettrait dans vos magasins puis qui auraient une durée de vie de peut-être 1 semaine. J'ai dit, je suis pas sûr que je peux vous faire ça, mais je dis, je peux essayer. Je peux essayer de vous trouver de quoi, là. Fait qu'elle dit, écoutez, si vous réussissez à me faire des produits d'érable, pour notre saison, pour la saison 2000 qui commence, elle dit on aimerait ça avoir comme une saison produit d'érable qui commencerait à la mi-février. Puis si vous êtes capable de me faire ça, je vais vous autoriser, moi, sur la Rive-Sud, puis je vais vous donner du territoire. J'ai dit ben oui, là on parle. J'ai dit oui, c'est sûr que je vais travailler fort.
Fait qu'elle me dit, mais par contre, elle dit, faut que vous me fassiez votre présentation, il faut que tout soit approuvé avant le 28 décembre. J'ai dit, d'accord. C'est bon, j'ai dit, je vais vous revenir, je vais vous présenter de quoi. Puis là, on part. Puis je dis à Fred, envoie vite à Saint-Donat, puis j'ai de la job. Oui. Fait que là, c'est ça, je revenais à Saint-Donat, je raconte ça à mon pâtissier Luc, je raconte ça à Harold Gagné, qui était aussi mon pâtissier qui faisait tout, qui glaçait mes gâteaux, sucre à la crème, puis etc. Là, plein d'autres petites affaires qu'il me faisait. Puis là, je dis à Harold, puis à Luc, j'ai dit, on est capable de faire des grands pains de sirop d'érable qui vont avoir une durée de vie de 7 jours, puis qui vont être bons. J'ai dit, on est capable de faire un gâteau au sirop d'érable? J'ai dit, on peut faire, éventuellement, on pourrait faire une tarte. Puis, quel autre dessert qu'on pourrait faire? J'ai dit, là, regarde, c'est mode. Tant qu'à faire, on y va. On touche, puis on essaie, puis on pratique. Puis on fouille. Puis là, c'est ça. Nous sommes arrivés avec des recettes qu'on essayait. On essayait chez nous, on essayait là-bas aussi. Et c'est ça. On a travaillé fort pendant un mois et demi. Puis on est arrivé à faire 3 produits, si je me souviens bien, mais pas les grands pains de sirop d'érable, ça a été impossible. On n'avait pas de durée, on n'avait pas de conservation. Mais on avait fait un gâteau, on avait réussi à faire un gâteau au sirop d'érable à l'intérieur, la jaunâtre au sirop d'érable et le glaçage au sirop d'érable. Qu'on fait encore. J'avais réussi à faire une tarte au sirop d'érable. Et puis, j'avais fait une tarte avec des pêtes de sœur, je pense. Mais qui n'était pas au sirop d'érable. Qui était au sucre à la crème. Qui était au sucre à la crème. On s'est dit, ça pourrait faire quand même un beau produit pour le temps des sucres. Et c'est ça. Par contre, la tarte, on pouvait pas produire la garniture chez nous. C'était trop complexe. Ça m'aurait pris des bouilloires, puis des machines que j'avais pas, puis que j'avais pas le temps d'aller chercher. Fait que j'ai fait appel à un manufacturier, Berthollet-Royon, Oui. qui était à Boisbriand, qui était à côté de mon fournisseur de farine puis d'ingrédients. Puis, j'ai présenté ma recette, puis j'ai dit, êtes-vous capable de me recréer ça, exactement ça, là, ce que je vous présente là? Fait qu'ils ont dit, OK, on va faire des tests, puis c'est ça. Ils ont fait des tests, puis ils ont dit, oui, on serait capable. Puis j'ai dit, à cette heure, donnez-moi un prix. Combien? Fait qu'ils m'ont fait un prix, calcule tout ça. J'ai dit, bon, OK, parfait, j'ai tout ce qu'il faut pour aller présenter mes produits à Provigo. Fait que évidemment, le 28 décembre, c'est pas moi qui ai été présenter les produits à Provigo, parce qu'on était en plein rush du temps des fêtes à la boutique. Faire réduction de pain, puis vente au détail, etc. Fait que j'envoie Fred Slocum, mon ami Fred, faire la présentation, puis fait qu'il présente les produits, il explique tout ça, puis il fait goûter les produits à l'acheteuse de Mme Beaulieu, puis après il sort de la réunion, puis il m'appelle, j'avais dit téléphone-moi, je veux savoir comment ça a été, là. Fait qu'il me rappelle après. Il dit, Guillaume, il dit, c'est dans la poche. Il dit, c'est dans le sac. Il dit, elle accepte les produits. Puis il dit, elle accepte ta tarte au sirop d'érable, elle va prendre le gâteau. Puis il dit, le tourbillon, ça, elle ne le prendra pas tout de suite parce qu'il n'est pas à l'érable. Mais elle m'a dit qu'elle va le prendre au printemps, après la saison des érables. Puis il dit, écoute, elle a goûté tous les produits, mais il dit, pendant qu'on discutait, il dit, elle avait le doigt dans l'assiette. Elle goûtait le sucre à la crème des tourbillons. Il dit, c'est sûr que t'as quelque chose de gagnant là-dedans. Mm-hmm. Elle était bien content. Mais il dit, elle va avoir sa première commande livrée le 15 février. Oh! Puis là, nous autres, on devait prendre possession de l'usine, justement, le 14-15 février. Ah oui. Là-bas. Fait que là, je dis, oh! Fait qu'il faut accélérer les choses. Et j'ai vu des gens qui travaillaient
à finir la conception de l'usine au chemin de l'aéroport, puis des fournisseurs d'équipements. Je dis, regarde, là, il faut tout devancer de 2 semaines. Il faut que je rentre ici le 1er février pour que je puisse produire la commande de Previgo. Fait que tout le monde a mis la main à la pâte, puis effectivement, on est rentré dans nos nouveaux locaux le 1er février, ou le 2, là, mais ça n'a pas d'importance, mais c'est ça, pour pouvoir produire principalement la commande de Previgo qui était énorme. Et ça a été toute une aventure parce que c'était tout un domaine nouveau pour nous autres. On n'avait jamais livré en entrepôt. Fait que donc, tout ce qu'on livrait dans les magasins, c'était des produits mis dans un panier de plastique, puis on rentrait avec nos paniers de plastique, on débarquait le stock, puis on repartait avec. Là, il fallait qu'on se trouve un fournisseur de boîtes. Fallait se trouver un fournisseur de palettes. Fallait trouver des livreurs de produits congelés. Fallait être capable d'embarquer ces produits-là dans le camion. On n'avait pas évidemment, on n'avait pas de transpalette, on n'avait pas de bif, on n'avait pas rien. Fait que tout ça, ça s'est fait dans un mois et demi. Et, c'est ça. D'ailleurs, on n'a pas la photo, mais j'avais une photo. Oui, j'ai une photo de la première livraison. Oui, je suis posé à côté du camion avec le chargement et dans le camion. J'étais avec Fred, puis j'étais avec Daniel Cotoman. Oui. Première livraison qu'on dit chez Previgo. Tout ça, ça se faisait en même temps que vous rôdiez les équipements. Ah oui, Oui. oui. Puis c'est ça, j'ai eu un sacré bon coup de main de Fred dans ce domaine-là, là, pour les boîtes de carton, pour la livraison, pour ce que ça prenait. Fred était habitué. Parce que ça fallait faire des étiquettes pour les caisses. On avait des étiquettes pour nos produits, mais il fallait que les caisses soient identifiées, il fallait que les palettes soient râpées. On a appris, c'était un monde complètement nouveau, mais c'est un monde qui nous a ouvert beaucoup de possibilités par après. Parce qu'après ça, l'année d'après, on a été voir le métro avec ça, puis on a été voir le Sobeys, puis dans le fond, ces produits d'érable-là ont été le 13e mois de Boulangerie Saint-Donat dans son année, et c'était le mois où les bénéfices se faisaient. Donc, ça a été très profitable qu'on obtienne ça, cette opportunité-là de Mme Beaulieu. Merci, Mme Beaulieu, si vous êtes encore là. Et, fait que c'est grosso modo, c'est ça. Un peu l'histoire de boulangerie. Puis là, ben, c'est ça. On a construit l'usine. On était au chemin de l'aéroport en l'an 2000. Puis la production a pris de l'ampleur avec Fred Slocum qui vendait partout. Fred allait voir tout le monde. On a été quelques fois à Toronto pour aller voir les acheteurs qui étaient rendus là-bas, que ce soit Walmart ou les gens de Sobeys. Puis, c'est ça, on a pris de l'expansion, on s'est mis à distribuer un peu partout au Québec. Et ce que ça a fait qu'en 2004, on était déjà trop serré au chemin de l'aéroport, serré au village. Donc, il fallait envisager la construction d'un emplacement, d'une usine, d'une autre place pour produire. Au chemin de l'aéroport, c'était impossible d'agrandir étant donné que c'était des locaux qui appartenaient à la municipalité, puis qu'il n'y avait pas, les terrains n'étaient pas, ça n'avait pas été bâti pour agrandir. Donc, on a lancé le projet de construire ici sur le chemin des ancêtres, là, où on est présentement. Et avant ça, ben, on regardait différentes possibilités, parce qu'on regardait aussi est-ce qu'on se rapproche de la ville, étant donné qu'on avait de la misère à avoir des employés, éviter des coûts de transport, comme nos clients étaient pas mal tous vers ce coin-là. Puis finalement, c'est ça, on a décidé de rester à Saint-Donat, puis de grandir ici. Fait on a lancé la construction de cette usine ici en 2004, dans la fin de 2004, donc au début de 2005, les travaux d'excavation et de construction ont commencé, et on a pris possession de notre usine en novembre 2005. Et là aussi, à chaque fois qu'on bâtissait une usine, qu'on faisait un agrandissement, il fallait trouver des nouveaux clients, des nouveaux débouchés, faire des nouveaux produits. Fait que ça, c'est comme une roue qui nous entraînait tout le temps. Tu as de l'espace, tu as de la capacité, tu as
tu as investi, il faut que tu fasses tes paiements, donc il faut que tu ailles chercher des nouveaux revenus. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis c'est ça. Et ça n'a pas été long qu'on a rempli les plages de production ici. Et qu'on a atteint aussi, en 2012, on avait atteint notre pleine capacité de production à cette usine ici. Fait qu'on on s'est dit, faut agrandir. Donc on a commencé un projet d'agrandissement. On a fait affaire avec des architectes, des ingénieurs. Le premier projet qui a été présenté correspondait pas à ce qu'on avait comme vision. Fait qu'on a tout effacé, puis on a recommencé. On a fait faire une étude avec... on a travaillé avec un autre ingénieur industriel. On a pris des mesures de chaque chose, puis de chaque chose qu'on voulait faire, puis où on se voyait dans 5 ans, dans 10 ans, puis ainsi de suite. Puis ça a pris... C'est un processus qui a duré peut-être 6-7 mois. Tout mesuré, tout calculé. Puis quand ça a été bien établi, quand on connaissait exactement nos besoins, là, on a rencontré l'architecte, puis les ingénieurs mécaniques, puis civils, puis on a dit, on a un projet de construction, faut faire des plans, faut penser ça, puis finalement, c'est ça. On a procédé à l'agrandissement de l'usine ici en 2000. On a commencé aussi au printemps 2014. Tout le travail avait été fait de réflexion puis de plan, ça avait été fait en 2013. Puis au printemps 2014, on a commencé la construction pour occuper les locaux en septembre 2014. C'est rapide, hein? Oui, mais un travail bien planifié. Oui. Ça donne les choses se résultats. sont toutes faites assez rapidement. Ah oui, c'est vraiment rapide. C'est ça. Et entre-temps, c'est ça, on travaillait aussi, Marie-Ève puis moi, à établir, à travailler pour faire un transfert. C'était convenu entre nous, entre Marie-Ève puis moi, que Marie-Ève voulait prendre le relève, puis que moi, je voulais lui donner le relève. Pour moi, c'était un plaisir d'aller dans ce sens-là. Fait que pendant ce temps-là, on travaillait à ce que toi, tu sois en mesure de prendre la relève de la boulangerie Saint-Donat, puis que moi, je passe à d'autres choses. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'on... Puis là, c'est ça, ça demande... C'est sûr que ça demandait à Marie-Ève, mettons, de se préparer. Ça demandait à moi de me préparer aussi à faire d'autres choses. Mais ça demandait aussi beaucoup de travail au niveau comptabilité, au niveau fiscalité, puis au niveau notarié, les ententes, les contrats, les baux à signer, les choses d'actionnaire, comment on appelle ça, les conventions d'actionnaire, c'est ça. Fait que tout ça, ce travail-là se faisait en même temps qu'on prenait de la croissance, puis que Marie-Ève prenait de l'expérience, puis qu'elle faisait ses classes. Puis d'ailleurs, je dis, elle prenait de l'expérience, mais déjà en 2010, puis même un peu avant, mais en 2010, tu prenais pas mal de place dans l'entreprise. En fait, je me souviens que ta première date où tu voulais prendre ta retraite, c'était 2009. Mais moi, en 2009, j'ai eu Élie. J'ai eu mon premier enfant. Fait que j'ai bousillé les plans de retraite. Oui, mais tu m'as donné... Mais pour une bonne cause. Oui, c'est ça. Mais toi, à ce moment, tu as toujours été, pas toujours, mais tu as été impliqué assez jeune dans la boulangerie. En fait, moi, j'ai grandi premièrement au club de golf. Fait que j'ai baigné dans le milieu, dans la cuisine. Je me souviens, j'étais assise au bout du bar, là, près de la porte pour aller à la maison mobile. Fait que j'ai côtoyé les golfeurs allègrement, même. Puis, c'est ça, quand mon père a acheté, j'avais 11 ans. En 1989. Fait que, tu sais, il y a toute une partie de l'histoire que tu racontes que je connais, mais j'étais pas proche tant que ça. Mais tu sais, l'agrandissement, oui, ça, je me souviens quand on planifiait là, l'espace, là, on mettait les petits fours, là, puis on faisait le plan comme ça je m'en souviens. L'agrandissement aussi, tu sais, quand je suis devenue copropriétaire, mais ça en 2006. 2006. Ouais, quand on a fait un gel successoral, tu étais devenu actionnaire de l'entreprise. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis tu sais, tout le travail qu'on a fait, l'accompagnement, comité consultatif qu'on avait mis sur pied,
à l'époque qui nous a accompagnés. Puis, OK. ouais, c'est ça, Toi- le cheminement. Toi, ton parcours professionnel, c'est quoi? Bon, comme j'ai dit, j'ai grandi au golf. C'est ça. J'ai fait mes études en cinéma, fait que je me destinais pas Ouais. vers la boulangerie du tout. Différent. Oui, mais en même temps, parce qu'à l'école, il n'y avait pas tant grand-chose qui m'intéressait, sauf le cinéma. Fait que j'ai dit, bon, tiens, il y a un programme en cinéma, j'y vais. Mais en même temps, je travaillais tous mes étés, toutes les fins de semaine à la boulangerie, puis j'aimais ça. Je revenais toujours à Saint-Donat, même en étudiant à Montréal. Puis à la fin de mon bac, là, je me souviens, on était dans un souper. Tu sais, Guillaume me posait la question régulièrement, mais là, cette fois-là, au souper, à la fin de mon bac, il me dit « Puis, ça t'intéresse-tu de prendre la relève? » Là, j'ai fait « Ben, oui! » Puis c'est là que ça a commencé, mais tu sais, c'était comme naturel. Tu sais, j'aime ça vivre à Saint-Donat, j'aimais ce que je faisais à la boulangerie, le contact avec les clients, tu sais, les produits qu'on fait, c'est du bonheur. Bien sûr. Fait que c'était comme... ça s'est imposé de soi-même, pratiquement, de prendre la relève OK. de Guillaume. Mais après ton cinéma, tes cours en cinéma, Oui. tu as suivi d'autres cours? J'ai suivi quelques formations au HEC, quelques cours par-ci par-là, mais mettons la grande étape là, en 2012, je suis allée à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Ça encore, c'est grâce à toi. Parce que tu avais vu un article, tu m'avais présenté ça. Puis tu sais, au début, on savait pas c'était quoi. J'ai fait partie de la cohorte 1. Ah, c'est ça. Fait que les premiers. Fait que je disais, tu veux que je fasse un MBA? Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, je ferai pas ça. J'avais mon petit Élie, tu sais, mon petit bébé. Fait que, mais finalement, c'est une formule différente. C'était des séjours en Beauce de 5 jours ou 2 mois. Puis c'est pas un MBA. Tu sais, c'est comme des rencontres avec des entrepreneurs, puis dans une cohorte, dans un petit groupe, là. Fait que ça a été une super belle expérience pour moi. Fait que ça a été un peu ça, puis de travailler à la boulangerie, là, mon apprentissage d'entrepreneur. Apprentissage sur le tas. Exactement. C'est un bon apprentissage. Oui, ben parce que, tu sais, on le voit, là, il y a eu plein d'étapes d'agrandissement, tout ça. Tu sais, j'ai bâti mon équipe de direction aussi autour de ça, parce que je suis incapable de faire ça toute seule. Là. On est rendu maintenant 70 employés. Fait que j'ai une super bonne équipe autour de moi. Ça va Oui, bien. puis c'était une de tes forces, ça, les ressources humaines. C'est ça, Puis une bonne dirigeante de s'entoure de savoir ton t'entourer. Oui. C'est ça. D'ailleurs, je pense que je t'ai laissé ce domaine-là assez rapidement. Oui, c'est le département. Le département RH, tu m'as donné ça, oui. C'est des tâches que tu m'as déléguées assez rapidement. Sinon, tu te débrouillais très bien. Tu te débrouilles encore très bien. Non? Puis, Ouais. Fait que finalement, tu es devenue présidente. Oui, en 2017, le jour de ma fête de 40 ans, on a signé. C'était un super beau cadeau de fête. Puis, ben, tu sais, il y a plein. Chaque journée est différente et amène son lot de défis, mais tu sais, on a du plaisir à travailler. Puis c'est ça, On qui t'a est important. continué à agrandir l'entreprise. Oui, ben oui, c'est ça. Progresser. Tu sais, on couvre maintenant le Québec grâce on avait mis sur pied à l'époque des entrepôts satellites pour être capable d'acheminer la marchandise un petit peu plus loin au Québec. On a développé, c'est ça, les relations, on les a maintenues et poursuivies avec les chaînes, avec Costco, comme on disait, on est là depuis 30 ans, ben oui, puis une chose, tu sais, tu parles d'entrepôts satellites, là, mais effectivement, mais c'est une chose qui nous a amené beaucoup de croissance aussi, parce que le produit qui est vendu à Saint-Donat ou le produit qui est vendu à Bécomo, il a la même fraîcheur. Oui. Parce que dans le fond, tu sais, il se détériore pas dans le transport. Il est congelé, il garde la température congelée tout le long, jusqu'à temps que le distributeur de la région là-bas le prenne, le mette dans son camion, puis qu'il s'en aille au magasin. Fait que donc, un produit dans un magasin Bécomo ou un produit dans un magasin Saint-Lagat-des-Monts ou Laval, c'est exactement la même fraîcheur. Fait que c'est un gros plus pour la clientèle, pour nos consommateurs. Puis ça a été un facteur de croissance assez important pour nous, la demande. Mais à un moment donné, vous aviez la boutique au village, puis vous aviez l'usine.
Oui. C'était peut-être pas évident. Ouais, non, mais dans le fond, ouais, c'est un bon point de vous amener là. Quand on a vu qu'il était devenu nécessaire de procéder à un agrandissement de notre usine ici, sur le chemin des ancêtres, il nous est apparu aussi que c'était impossible pour nous, avec la croissance qu'on avait, de penser pouvoir opérer la boutique de façon pas convenable, mais être capable de donner exactement le même service à nos employés et à nos clients comme on le faisait 7 jours par semaine, de gérer la construction de la nouvelle usine tout en faisant de la production dans l'usine actuelle, parce que la construction de la nouvelle usine, dans le fond, elle s'attachait à cette usine-là, puis il y avait beaucoup de contraintes de production. C'est-à-dire que ça amenait des contraintes, là, séparer, mettons, la construction de la production, éviter qu'il y ait de la poussière, de la contamination, tout ça. Prendre des décisions rapides aussi pour pas que le chantier s'éternise. Fait que quand on a vu qu'on pouvait pas faire les deux, ben on a offert la boutique à notre boulanger, Luc. Puis, c'est ça, on s'est entendu avec eux autres, puis ils ont acheté en 2014. 2014. Au moment où on commençait les travaux ici d'agrandissement. Vous êtes rendu à combien de pieds carrés? Là, 32 000? 33 000. 33 pieds carrés. Je peux te donner peut-être le chiffre exact. précis, mais 33 000 pieds carrés pour les fins de l'histoire. Fait que c'est parti très petit, finalement. C'est parti avec au début, on était 8 employés. Quand j'ai acheté M. Beauséjour, incluant moi, on était 8 employés à la boulangerie. Aujourd'hui, puis on est déjà monté à 80 employés, si tu te rappelles, mais je pense que tu as fait beaucoup d'investissements depuis que je suis parti. Tu en as profité. Mais, sachant qu'il n'y aurait pas plus de main-d'œuvre, ça a toujours été un enjeu pour nous de trouver de la main-d'œuvre. Ben oui, on s'est automatisé. Oui, c'est ça. Fait qu'on a changé de méthode de travail, on s'est automatisé, fait que ça nous permet de produire. Oui, tu as automatisé surtout dans ce qui est après que le produit est fait. Là. Quand ta tarte est montée, après qu'elle est cuite, après ça, nous, tu as automatisé beaucoup de tes opérations pour pouvoir libérer de la main-d'œuvre qui vient t'aider à produire. Oui, pardon, parce qu'on a encore des opérations manuelles. Là. Les pêtes de sœur qu'on met dans les tourbillons, là, qu'on les met encore à la main avec amour. C'est d'ailleurs une des travailleuses, Veneranda, une de nos travailleuses mexicaines, qui m'a dit con mucho amor. C'est ça, oui. Oh oui, avec beaucoup d'amour. Tu parles d'une Mexicaine, de quelle façon? Ben, c'est ça. Avec pénurie de main-d'œuvre ici, j'avais parlé avec différents entrepreneurs qui avaient des travailleurs étrangers temporaires. Fait que c'est un projet qu'on a débuté l'année passée. Ça a pris 1 an à peu près, là, le début du projet jusqu'à ce qu'on accueille nos Mexicains. Fait qu'on a maintenant 10 travailleurs étrangers. Il y en avait qui étaient déjà ici. Il y en a qu'on a fait venir du Mexique. Puis ils s'intègrent super bien à notre gang. Fait qu'on a une belle ambiance de travail multiculturelle maintenant à Saint-Donat. Est-ce qu'ils parlent français, anglais ou ils parlaient français, anglais? Ils sont arrivés, ils parlaient espagnol. Il y en avait 1 ou 2 qui parlaient anglais. On leur fait suivre des cours de français, puis ils se débrouillent vraiment bien. C'est sûr qu'ici, on leur parle en français, surtout. Mais bon, je pratique mon espagnol, j'aime ça. Mais ils s'intègrent super bien. Alors, dans les produits, il y avait quelque chose de spécial, là, que... Ben oui, dans les produits, j'aimerais revenir sur l'histoire de la tarte, de la gamme de tarte La Mère Michou, qui a commencé, tu sais, quand j'étais très enfant, au golf. Ouais. Tu veux-tu que je raconte un peu l'histoire? Parce que La Mère Michou, c'est ça, je travaillais avec ta mère qui s'appelait Michel, donc, puis je pense qu'il y avait peut-être des clients qui la surnommaient Michou. Je pense que oui. OK. Ça doit, parce que parce on n'a pas inventé ça. inventé. Puis, c'est ça. Michel, elle faisait déjà des tartes. Elle travaillait avec moi dans la cuisine, dans la restauration. Elle travaillait surtout dans la restauration. Oui. Puis moi, je l'ai aidé. Oui. J'étais rendu en bas comme gérant.
Puis c'est ça, on faisait des desserts pour nos clients du club de golf. Puis quand j'ai loué à M. Butler, les opérations du golf, évidemment, venaient de m'embarquer financièrement solide, en ce sens que j'avais pas à payer des choses, mais j'avais à payer un loyer au club de golf qui représentait les derniers bénéfices qu'on venait de faire. Et j'assumais toutes les dépenses qui pouvaient venir, même l'achat d'équipement. Donc, il fallait que je fasse plus de revenus. Fait que, donc, c'est ça. Les tartes de la Mamichou, il n'y avait pas de nom quand on les faisait pour nos clients dans le clubhouse, mais à partir du moment qu'on a décidé d'en faire un commerce, puis d'aller les vendre à nos clients qui pouvaient partir avec, puis d'aller tenter d'en vendre dans les épiceries du village, puis les dépanneurs, ben là, il fallait les nommer, il fallait développer le marché. Fait que donc, on a fait ça. Fait que les tartes de la Mamichou, ça a commencé en 1985, au printemps 85, au club de golf, sur le comptoir pas du bar, mais de la cuisine. Après que le golf était fermé, les tartes étaient faites le soir, après que tous les golfeurs étaient partis, là, on faisait des tartes jusqu'à 10h, 11h le soir. Tant que ça? Oui. Ah, oui. Ouais. Puis quand les journées de pluie, on commençait à plus de bonne heure. Mais c'est ça. Puis ça a été une belle histoire, les tartes de la Mamichou, parce que ça a duré pendant, je pense que oui, ça fait pas longtemps, là, mais garder espoir. Moi, je garde espoir qu'on refasse de la Mamichou. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est les tartes de la Mamichou, on les a faites au club de golf, ça a bien parti. Écoute, on faisait jusqu'à 500 tartes par semaine. Moi, ma job, c'était, tu sais, t'avais créé une espèce d'équipement pour couper la retaille, hein? Oui. Fait qu'on mettait la tarte, puis il y avait comme un couvercle comme ça pour venir couper la retaille. Couper et sceller. Couper les deux et sceller. ensemble. C'était ma job. Pour gagner du temps, pour finir à 11h le soir, peut-être finir à 10h. Parce que le lendemain, on commençait à 5h. Ben, c'est ça. Du matin. Fait que, c'est ça. Puis, ces tartes-là de la Mamichou, dans le fond, c'est ce qui nous a aidé aussi quand j'étais chez Pierre, au dépanneur. C'est un peu, ça a été ça qui nous a rentré chez Pierre. Pierre, il dit, bon, pourquoi tu viendrais pas faire tes tartes ici au dépanneur? Pierre les vendait déjà, puis il dit, tu pourras me faire aussi des biscuits, tu pourras me faire d'autres desserts, puis tu pourras faire des sandwichs pour mes clients, etc. Je dis, absolument, Pierre, on va organiser ça. On a fait ça. Puis quand j'ai acheté la boulangerie Saint-Donat, ben les tartes de la Mamichou ont suivi. Fait qu'on faisait les tartes de la boulangerie, puis on faisait les tartes de la Mamichou aussi. Puis les tartes de la Mamichou, dans le fond, c'est un produit qu'on vendait à l'extérieur cru. Les gens faisaient cuire sur place. Puis on les faisait cuire au fur et à mesure pour la boutique, la boulangerie. Et c'est ça. Ça a été un élément très important aussi dans notre croissance puis de notre réputation. C'est encore un produit qui rejoignait les consommateurs, parce que c'est un produit comme ma grand-mère faisait. Souvent, c'était le commentaire qu'on avait. Ah, ça goûte ce que ma grand-mère faisait, ou ça goûte ce que ma mère faisait, ou ça a même une recette que ma mère, tu sais. Fait que c'était le fun, ça. Puis à ça, on a ajouté de là le gâteau au sucre à la crème qui est venu, puis d'autres produits comme ça, non? Fait que, ouais, non. Merci, la mère Michaud. Oui, merci, la mère Michaud. Les valeurs de l'entreprise, comment tu vois ça, toi? Ah ben, écoute, ça n'a pas vraiment changé. Qualité des produits, qualité des relations aussi. Amour du travail bien fait, là, le souci de la qualité, mais qu'on bascule en amour du travail bien fait. Travail d'équipe, super important, s'entraider, voir où est-ce que je peux t'aider, où je peux être utile. L'engagement aussi. Tu sais, t'en parlais, ben, c'est encore ça, là. Tu sais, faire l'effort supplémentaire pour terminer la journée, pour donner un coup de main, pour s'assurer que ça va être parfait, là. Ça veut dire que tu es proche de tes employés, ça? Quand oui. Tu proche, tu travailles pas à côté d'eux autres, là, mais je veux dire, t'es à l'affût. Oui. Je fais ma tournée le jeudi, je dis à Aline, parce qu'on travaille sur 4 jours aussi maintenant, depuis presque 2 ans, là, ça va faire 2 ans en janvier, pour offrir justement une bonne qualité de vie à nos employés, pour en attirer aussi. Il y en a que ça fait en sorte qu'ils sont venus travailler pour nous, garder ceux qu'on a, leur offrir une belle qualité de vie.
Fait que le jeudi, quand je passe, je dis à Lynn, « Oh, Lynn, c'est jeudi Bloody Mary! » C'est très drôle. Intéressant, ça. Puis ta vision dans les prochaines années, comment tu vois ça? Très intéressant. Est-ce que tu n'es pas prête à donner la relève? Ah ben non, on a trop de plaisir. Continuer de développer le marché, il y a encore des opportunités de livrer encore plus de tartes, de rendre encore plus de gens heureux. Alors, on a parlé de l'avertissement, des valeurs de l'entreprise, on a parlé de la clientèle, du personnel. Tu as peut-être quelque chose à rajouter au niveau des produits? Oui, tu sais, ça va aussi avec la vision. Tu sais, la vision, c'est de rendre les gens, encore plus de gens heureux, plus loin dans les frontières, qui continuent Donc, rajouter des produits, innover dans les produits. Agrandir le territoire de distribution encore, puis les produits qu'on fait, continuer ce qu'on fait parce qu'on le fait bien. Ouais. C'est faire des desserts qui sont issus de recettes, là, tu l'as bien exprimé, là, le gâteau Reine-Élisabeth de Margot Charbonneau, le gâteau sucre à crème de grand-mère Hélène, le gâteau carotte de grand-mère Thérèse. Fait qu'on peut dire que la boulangerie Saint-Donat, c'est une entreprise familiale. Absolument. Jusqu'au bout des ongles. Absolument. C'est très bien dit, ça, oui. Puis ton implication dans la communauté, je pense que on s'est rencontrés sur le conseil d'administration de la Caisse populaire. J'ai été là pendant 15 ans. Après ça, maintenant, je fais partie de la Chambre de commerce. Je suis sur le CA de la Chambre de commerce. Puis, on sait, Saint-Donat fête son 150e anniversaire en 2024. Boulangerie Saint-Donat fête son 100e anniversaire en 2024. Je fais partie du comité pour l'organisation des festivités du 150e de Saint-Donat, mais c'est comme logique c'est ça. que j'y sois, là. C'est super, ça. On vous remercie infiniment de votre participation à ce vidéo. Je pense que la postérité va connaître ce qui s'est fait à Saint-Donat au niveau de la boulangerie. Puis on espère que la boulangerie va durer être encore sur son 200e anniversaire. Absolument. Quand les gens prendront connaissance. Oui. Là, ça va être vraiment la postérité. Absolument. Ouais. Un autre beau 100 ans. Continuer sur cette belle lancée, je pense, qui est intéressante pour Saint-Donat. Ouais. Mm-hmm. Puis intéressante pour tous les gens qui gravitent alentour. Oui, pour toute l'équipe. Alors, un gros merci de votre implication. Merci à vous. Merci.